s'il y a eu un certain nombre d'injections étrangères qui ont donné la sensation en apparence que nous avions une économie résiliente, mais la vérité est que pour les poches du Béninois moyen, la situation des chocs frontaliers entraînait une dégradation réelle économique et du pouvoir d'achat du foyer. Il est important de comprendre que sur le terrain, là aussi, de l'extraversion politique, les élites béninoises ont réussi, par le biais de Romuald Wadani, à tirer une rente financière des multiples investissements émanant des bailleurs de fonds sur nos territoires, qui permet au clan Talon de consolider de manière structurelle son pouvoir sans avoir à respecter le contrat social. Et c'est une réalité que l'on retrouve là aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Vous remarquerez que ce soit au Bénin, dans mon pays, ou en Côte d'Ivoire, que ce soit le clan Patrice Talon ou le clan Alassane Ouattara, ils jouissent d'une réelle impopularité vis-à-vis de leur propre peuple. Mais la souveraineté populaire n'est pas un problème pour eux parce qu'ils ne tirent pas leur légitimité de leur peuple, mais ils tirent leur légitimité de leur dépendance et de leur capacité à bien gérer leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc on est dans une réalité où quand on nous parle de la croissance économique du Bénin qui est de 7%, qui paraît extrêmement élevée, c'est une croissance qui en réalité bénéficie à l'élite, mais ne bénéficie absolument pas à la population qui ne mange pas, qui ne ressent pas cette croissance en tant que telle. Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. En cette période géopolitiquement parlant agitée, durant laquelle les dirigeants qui ont décidé d'agir avec intégrité et souveraineté face à l'hydre colonial qui ne cesse d'assassiner, piller et persécuter les peuples libres aux quatre coins du monde. À cette période où ces dirigeants qui agissent avec intégrité sont soit kidnappés, soit lâchement et vilement, comme on l'a vu récemment, assassinés. Période durant laquelle, de l'autre côté, on a dans nos pays une majorité de dirigeants africains qui ont décidé d'agir en se mettant à quatre pattes, pour ne pas dire à plat ventre, et en se soumettant intégralement aux criminels que je viens d'exposer. Et que ces gens qui ont décidé de se soumettre pensent être confortés dans leur position puisqu'ils voient que ceux à qui ils se soumettent sont en train de contrôler, dominer le monde, violer toutes les règles sans que personne ne puisse résister. Il est important que l'on puisse revenir sur un concept qui concerne en majorité les États qui ont décidé de se soumettre aux puissants et qui peut concerner aussi partiellement, je dis bien partiellement, vous comprendrez pourquoi, des nations qui sont dans un processus de souveraineté, mais comme elles ne sont pas intégralement, quand on parle de processus, on parle d'un chemin à atteindre et d'une voie à suivre, d'une évolution, qui ne sont pas intégralement dans cette logique de souveraineté, qui donc peuvent être encore dépendantes sur un certain nombre de réalités, de mécanismes extérieurs, rendant parfois fragile la stabilité de leur système. Il est important que l'on puisse approfondir cette notion dont on va parler, qui se nomme le concept de l'extraversion. Quand on parle de l'extraversion en économie politique, on parle d'un processus et d'un concept qui a été d'abord théorisé et popularisé par le grand économiste du Sud global, Samir Amin, et qui, plus récemment, dans l'ouvrage La politique du ventre du sociologue français Jean-François Bayard, a été approfondi. Quand on parle d'extraversion, on ne parle pas simplement de quelqu'un qui est dans un processus d'être ouvert au monde. Quand on dit que quelqu'un est extraverti, on dit que c'est quelqu'un qui a le contact facile. Puis c'est le contraire de la personne introvertie. En économie politique, quand on parle de l'extraversion, on parle d'un concept un petit peu plus complexe, qui entraîne que des élites tirent leur pouvoir non pas de leur légitimité vis-à-vis de leur propre peuple, mais de leur capacité à obtenir ou à soutirer une rente de leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et Jean-François Bayard, Samir Amin avant lui, a très bien exposé à quel point les élites africaines du XXIe siècle sont plus que jamais dans cette réalité. Et les dirigeants des pays qui se nomment être les pays développementalistes, comme Patrice Talon, qui a pris en otage mon pays depuis 2016, mais ça finira prochainement, et des gens comme Alassane Dramane Ouattara, sont complètement dans cette réalité. Dire cela ne signifie pas, par exemple, que l'AES n'est pas du tout dans un processus d'extraversion. Ce serait une malhonnêteté intellectuelle de le dire. La différence, c'est que l'AES diversifie ses schémas économiques et diversifie son schéma de voie vers la souveraineté de telle sorte que même si ces pays, les trois pays, Niger, Mali, Burkina, sont issus d'une économie d'extraversion qui est une économie postcoloniale, il n'en demeure pas moins qu'ils essayent d'aller vers cette voie de l'autodétermination pour ne plus être maladivement dépendants de l'extérieur. Ce qui est beaucoup moins le cas du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de l'extraversion, c'est lorsque l'on parle de la logique de la captation de l'aide par les dirigeants, par les gouvernements, qui tirent une rente financière des investissements des bailleurs étrangers, des prêts des institutions internationales, des financements de structures étrangères qui veulent investir dans nos pays. Elles tirent une rente
de ces investissements qui permet à ces élites qui sont très souvent impopulaires à l'intérieur de notre pays de pouvoir consolider leur pouvoir sans avoir à respecter le contrat social. Vous remarquerez que ce soit au Bénin, dans mon pays, ou en Côte d'Ivoire, que ce soit le clan Patrice Talon ou le clan Alassane Ouattara, ils jouissent d'une réelle impopularité vis-à-vis de leur propre peuple. Mais la souveraineté populaire n'est pas un problème pour eux parce qu'ils ne tirent pas leur légitimité de leur peuple, mais ils tirent leur légitimité de leur dépendance et de leur capacité à bien gérer leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et pour approfondir la séquence économique et politique par rapport à notre pays, par exemple le Bénin, quand on parle de l'extraversion, plus que jamais, le Bénin est dans cette direction. Quand on parle de notre pays, le Bénin, sous Patrice Talon a fortiori, on parle d'un État entrepôt, d'un État qui a une économie de transit et qui est caractérisé dans le cadre de l'extraversion économique par le port de Cotonou, qui constitue 60% du PIB et 90% des interactions commerciales du pays. Vous rajoutez à cela, dans le cadre de la fragilité de l'extraversion, que n'importe quel choc frontalier peut créer une difficulté économique pour l'ensemble de la population. Le choc frontalier avec le Nigeria et la fermeture des frontières en 2019 a mis notre économie, l'économie du Bénin, en difficulté, même s'il y a eu un certain nombre d'injections étrangères qui ont donné la sensation en apparence que nous avions une économie résiliente. Mais la vérité est que pour les poches du Béninois moyen, la situation des chocs frontaliers entraînait une dégradation réelle économique et du pouvoir d'achat du foyer. Il est important de comprendre que sur le terrain, là aussi, de l'extraversion politique, les élites béninoises ont réussi, par le biais de Romuald Wadani, à tirer une rente financière des multiples investissements émanant des bailleurs de fonds sur nos territoires, qui permet au clan Talon de consolider de manière structurelle son pouvoir sans avoir à respecter le contrat social. Et c'est une réalité que l'on retrouve là aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Dans cette même veine, le phénomène de l'extraversion favorise les secteurs à haute intensité de capital, mais à faible intensité de main-d'œuvre. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, dans la logique justement des autorités béninoises, mais aussi ivoiriennes, les investissements sont beaucoup plus concentrés sur les infrastructures. Cela génère de gros financements qu'ils ont eux-mêmes reçus de l'extérieur, même s'ils ont pu prendre une rente financière pour pouvoir consolider leur pouvoir, mais cela n'engendre pas une haute intensité de main-d'œuvre. Généralement, c'est une main-d'œuvre qualifiée et qui n'est pas extrêmement nombreuse. Très souvent, c'est une main-d'œuvre étrangère. Parfois, c'est une main-d'œuvre locale, parfois, je dis bien, mais qui n'est pas massive de telle sorte que l'économie, par ce biais, entre autres, ne ruisselle pas. Et donc, on est dans une réalité où, quand on nous parle de la croissance économique du Bénin, qui est de 7%, qui paraît extrêmement élevée, c'est une croissance qui, en réalité, bénéficie à l'élite, mais ne bénéficie absolument pas à la population qui ne mange pas, qui ne ressent pas cette croissance en tant que telle. Il est important de dire que pour plaire à l'extérieur, parce que c'est leur processus, c'est leur schéma économique, c'est leur schéma de prédation, pour plaire à l'extérieur, ils ont accentué la répression fiscale. C'est-à-dire que là où on a déjà une population béninoise qui n'est pas dans une capacité d'avoir un pouvoir d'achat large, on la surtaxe pour pouvoir justement donner des gages à l'extérieur qui sont dans une logique d'agir vers la voie de la modernisation et répondre aux conditionnalités qui leur permettraient d'obtenir un certain nombre de financements émanant de l'extérieur. La réalité est que pour les États extravertis et les gouvernements extravertis qui sont dans un processus de continuum de la néocolonialité, les dirigeants de notre pays, le Bénin, comme les dirigeants néocolonisés du pays ivoirien, on pourrait élargir à d'autres entités, à d'autres nations en réalité, sont plus que jamais dans une logique de tout faire pour plaire à l'étranger afin que l'étranger puisse les financer sans avoir jamais à plaire ou à rendre des comptes à ceux qu'ils étaient censés protéger et représenter, mais qu'ils ont fini par tyranniser et persécuter. Le problème de l'extraversion, c'est que c'est du sable mouvant. Vous vous appuyez sur une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, mais si cette dépendance, à un moment donné, pour une raison ou une autre, est court-circuitée, et si les élites corrompues, comme ça a été le cas tant de fois en Afrique, les élites corrompues ne plaisent plus à ceux à qui vous êtes dépendant, eh bien, ceux qui sont vos parrains, vos sponsors, vos partenaires, vous lâchent, et là, vous vous retrouvez face à votre peuple que vous avez tant d'années méprisé, et qui ne seront certainement pas ceux qui vont vous protéger. Et c'est pour ça que j'encourage plus que jamais les pays de l'AES qui sont dans un processus petit à petit de quitter l'économie de l'extraversion dont ils ont hérité, ils ne l'ont pas engendré, d'accord, pour aller vers beaucoup plus une logique de souveraineté économique en nationalisant leurs ressources, en faisant tout pour diversifier les schémas justement de production,
Certains me diront, au Bénin, il y a la GDIZ qui va dans cette voie, mais la GDIZ est un exemple minuscule par rapport à la dépendance de notre État, le Bénin, vis-à-vis de l'extérieur. C'est très important, on le dit. C'est pour ça que Talon disait que même si on n'a pas de ressources, on peut être développé. Mais le problème, c'est que Talon ne dit pas que son développement est intégralement dépendant de sa soumission vis-à-vis de l'extérieur. C'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir profondément. Samir Amin l'exposait intensément. Et je vous encourage tous plus que jamais à lire sa réflexion et sa pensée. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. En cette ère, plus que jamais, le colonialisme et le néocolonialisme, l'impérialisme violent s'opposent à la souveraineté. Il est important que la souveraineté puisse diversifier ses schémas de structuration politique et économique pour échapper justement à la destruction.